Salutations à toutes et à tous. Ce soir, avec ce nouveau podcast, nous reprenons les lectures de Louis Charpentier et de son livre « Les géants et le mystère des origines ». Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous conseille de reprendre les podcasts précédents. Donc nous attaquons la lecture par le chapitre 16, Glozelle. Ce cheval, ce jeu de loi, cette spirale géographique, ces alignements de lieux, tout cela semble pour le moins étonnant. La façon dont on nous a présenté jusqu'ici nos lointains ancêtres, sortes d'hominiens, peu ou prou diminués du cérébral, se traînant en bande, ne concorde guère avec cette connaissance précise de la géographie, cette connaissance profonde de la Terre. Cette habileté à utiliser des symboles trop intelligents pour être intellectuels. Mais cela s'accorde-t-il mieux d'en faire des surhommes, car ils furent aussi des tailleurs de silex, des chasseurs de rocs. Alors, la bonne logique veut qu'en ces périodes comme en toutes, il y eut des concepteurs, des réalisateurs et les autres. Et cela est vrai pour chaque période d'histoire ou de préhistoire. L'erreur est de vouloir juger une civilisation sur une pointe de flèche. Cela n'a pas plus de valeur que de vouloir, par exemple, juger le Moyen-Âge sur un vieil arc ou une vieille sagette en oubliant Chartres et Amiens. Et si Chartres et Amiens avaient disparu, l'erreur n'en serait pas moins grande. Nous avons, de plus, une fâcheuse tendance à juger des temps passés d'après notre concept actuel de civilisation, ce qui mène à l'erreur. Ainsi, pour donner un exemple, nous en sommes arrivés à l'affirmation que plus l'homme a de besoins, plus il est civilisé. Ce qui est une conception enfantine alors que c'est généralement l'homme qui a le moins de besoins qui est le plus évolué. Et celui qui parcourt le monde en auto ou en avion est certes moins savant profondément sur ce monde que celui qui le parcourt à pied. Après le prochain cataclysme, et peut-être même avant, il ne restera plus rien de toutes les philosophies, sauf si celles-ci ont participé à la conception des monuments durables. Alors, elles seront résolues en dimension, en proportion, en action et en symbole dans ces monuments où les constructeurs les auront inscrites et qu'il faudra alors déchiffrer. Par ce fait, ce sont les constructeurs qui sont les grands transmetteurs du savoir. Et c'est par eux qu'ont persisté traditions et symboles, et ce sont leurs travaux qu'il faudrait surtout étudier pour avoir quelque idée des temps passés, en évitant de les considérer a priori comme barbares parce que, dans le même temps, les pots de cuisine n'étaient pas très bien cuits. Écoutez la très belle histoire de Glozelle, elle est instructive à plus d'un chef. Donc, en 1924, un cultivateur du Bourbonnais, Fradin, du hameau de Glozelle, non loin de Vichy, découvrit dans l'un de ses champs les restes préhistoriques offrant, selon les normes admises, toute apparence de dater du néolithique. Si ce n'était pas en soi extraordinaire, de tels restes abondent dans toute la région. Mais il y avait cependant là une concentration assez remarquable. Seulement, il y avait plus que les objets habituels. Il y avait des briques portant des signes alphabétiformes et cela mit les préhistoriens en transe. Et il y avait de quoi, car ils avaient presque tous décrété que l'écriture venait d'Orient et qu'elle avait été inventée, au moins sous sa forme alphabétique, par les Phéniciens en des temps assez proches, en tout cas bien postérieurs au début du néolithique. La découverte d'un alphabet antérieur faisait passer toutes leurs théories à l'état de rêverie, et cela plaît rarement aux pontifes qui prennent volontiers leurs opinions pour dogmes établis. Les pontifes partirent donc en guerre, tout d'abord en tentant de s'approprier la découverte de Fradin et de son conseiller, l'excellent archéologue que fut le docteur Morlet. Devant leur refus de s'effacer, les pontifes décidèrent alors, la plupart avant même d'avoir vu, que Glozelle était une supercherie. Autrement dit, on accusa Fradin d'avoir fait les pièces trouvées. Les géologues, les seuls techniciens du sol, à vrai dire, eurent beau affirmer que le sol des fouilles n'avait pas été touché, on n'en tint aucun compte. Les pontifes avaient décidé que les pièces étaient fausses et ils le firent proclamer par une commission.
Peu leur importait de savoir comment Fradin, titulaire du certificat d'études, paysan de ce coin des montagnes, avait pu reproduire les caractères d'un alphabet ibérique dont on ignore l'origine et même les caractères du sarcophage de Hiram, roi de Tyr, découvert après Glosel. Peu leur importait de savoir comment ce laboureur avait pu graver sur des galets, des os de renne, des figures parfois fort belles. Il fallait que les pontifes eussent raison. Le professeur Capitane et autres abbés Breuil s'acquirent là une victoire immortelle, et du même coup prouvèrent à tout être censé que la science de la préhistoire en était encore au balbutiement, car si un paysan peut de nos jours faire du préhistorique, on a pu en faire pendant bien des années parfaitement faux, et que valent alors toutes les pièces du musée soigneusement étiquetées et toutes les savantes leçons faites à leur propos. Pour qui suivait l'affaire, il y eut des moments de haute liesse, quand les pontifes, perdant toute mesure, retrouvèrent, pour s'injurier, le vocabulaire à gros mots des cours de récréation de leur enfance. Robert Charroux a conté cela dans 100 000 ans d'histoire des hommes, et je m'en voudrais d'y revenir. Peu importe d'ailleurs la science officielle et ses batailles et ses grognements et ses crachements. Glosel est là. Et valable, parce que le sol des fouilles était intact, parce que Fradin était bien incapable de graver galets, briques et os de renne, et enfin parce que Glosel n'est qu'une parcelle d'une région où abondent les objets similaires. Il y a dans le sol de Glosel bien des objets divers et d'époques sans doute différentes qui ne cadrent pas toujours avec les idées admises. Il y a d'abord ces briques, assez mal cuites, gravées de signes alphabétiformes. Il y a des briques dans lesquelles ont été imposées des mains humaines. Il y a des pots dits idoles dont les représentations sexuelles sont évidentes. Il y a des pots dits funéraires à représentation de tête humaine, sans bouche. Il y a des galets également gravés de signes alphabétiformes identiques à ceux des briques gravés aussi de représentations animales, dont le renne, ce qui est, paraît-il, un non-sens. Il y a des anneaux gravés de signes alphabétiformes dont la petitesse interdit qu'ils aient pu être utilisés comme bracelets. Il y a d'autres anneaux gravés qui ont pu être des bracelets. Il y a des os de renne gravés d'animaux et de cygnes. Il y a des outils de pierre et autres objets utilitaires en pierre éclatée, en pierre taillée, en pierre polie. Il y a de la céramique, des harpons de pêche et de mignons petits phallus. En bref, il y a des objets qui peuvent être mésolithiques ou néolithiques ou plus récents. Et puis il y a les tombes. Il est certain que le site de Glosel a été une nécropole. Enfin, et ceci est une constatation personnelle, Glosel se trouve situé dans la 5e case du jeu de loi, soit la 58 sur le chemin centripète, c'est-à-dire la case de la mort. Que tirer de tout cela ? Le simple bon sens voudrait que, s'agissant d'un cimetière, on ait enterré là, quel qu'en ait été le cérémonial, des corps avec leurs objets personnels, qui, il faut bien le croire, avaient une signification pour le vivant, signification connue et acceptée de ceux qui les inhumèrent. Cela fait que l'assemblage d'objets peut sembler totalement disparate et illogique, comme il pourrait le sembler si l'on retrouvait la tombe d'une femme du XVe siècle enterrée avec des bijoux égyptiens, ou un cratère grec dans la tombe de Vix. Il me semble qu'on ne peut pas dater Glosel de façon précise et probablement à quelques millénaires près. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé des bois de graines gravés que l'on peut dater la nécropole du temps où le renne était en ces régions, c'est-à-dire pendant la période glaciaire. Cela prouve simplement que l'un des enterrés, ou plusieurs, avait des bois de renne gravés, lesquels pouvaient fort bien avoir été ramenés de régions nordiques. Ce n'est pas parce que certaines poteries ressemblent aux préhistoriques crétois qu'il s'agit d'une nécropole crétoise. Cela signifie simplement qu'à Glosel, on a fait des poteries comme les crétoises. Pratiquement, une seule indication d'âge à minima, aucune trace de bronze. Et bien que le bronze finisse par disparaître, comme tous les autres métaux en oxyde divers, il dure généralement assez longtemps. Il y a donc une quasi-certitude que la nécropole date d'avant l'âge du bronze, tel qu'on le définit actuellement. Il n'importe. Ce qui présente un intérêt capital, ce sont les signes alphabétiformes sur lesquels précisément a eu lieu la grande guerre picrocolline des savants. Ces signes sont à coup sûr alphabétiformes. Entendez par là qu'ils ressemblent à un alphabet. Assez au moins pour que Julian ait cru y déchiffrer des plaquettes magiques de basse époque gallo-romaine. Mais sont-ils alphabétiques pour autant ? Je veux dire,
Sont cela certainement les signes d'un langage correspondant à des sons et dont une disposition permet une lecture et une autre disposition une autre lecture. Il semble que tous ceux qui se sont occupés de glosel, tenant de la réalité du site ou adversaire, aient été omnubilés par cet alphabet et la possibilité d'existence en Occident d'une écriture au néolithique ou même antérieurement. Or, au temps où ces signes furent publiés, un compagnon des devoirs, un maître charpentier, écrivit à Salomon Reinach, un des rares savants qui croyait à glosel, que certains des signes publiés ressemblaient étrangement à des signes compagnoniques. Cette lettre, Salomon Reinach la consigna dans le journal de l'histoire de glosel, dans lequel il notait pieusement les épisodes de la bataille des préhistoriens à laquelle il prenait part. C'est là que je l'ai retrouvé. Mais pour Salomon Reinach, cela ne pouvait rien signifier et il nota, comme à propos d'autres explications, « delirementa ». L'aptitude au délire n'est cependant pas le défaut principal des gens dont le métier est d'assembler des poutres entre ciel et terre. Et le renseignement eût peut-être valu qu'on lui accordât quelque attention. Lorsque Salomon, dit la Bible, voulut ériger le temple pour lequel son père David avait rassemblé les matériaux, il se trouva devant le fait qu'Israël n'avait pas d'ouvriers qualifiés. Entendez d'ouvriers qualifiés pour la construction de temples, c'est-à-dire possédant les données ésotériques de proportions, de dimensions et autres. Il fit donc appel à son voisin Hiram, roi de Tyr, qui avait dans son peuple des constructeurs. Le roi de Tyr désigna pour conduire les travaux son homonyme Hiram ou Abiram, qui fit appel à des constructeurs de divers pays. Et la légende compte que, comme ces hommes ne parlaient pas tous la même langue, Salomon composa pour eux un diagramme de signes disposés en rond, au moyen duquel, sans se comprendre oralement, mais par utilisation rationnelle des signes, les ouvriers pouvaient exécuter tous les travaux. Ce diagramme constitue ce que les compagnons nomment la pendule à Salomon, que les maîtres utiliseraient encore. Or, il est assez extraordinaire en effet de retrouver certains de ces signes dans l'alphabet de glosel, et non seulement dans celui de glosel, mais encore dans celui d'Alvao, au Portugal, dans ce que l'on a nommé l'alphabet ibère, également, semble-t-il, néolithique, et, ce qui est extraordinaire, dans les signes gravés sur le sarcophage de Hiram, roi de Tyr, découvert d'ailleurs après le site de glosel. On avait accusé Fradin d'avoir copié des signes de l'alphabet ibère, mais il ne pouvait certainement pas connaître ceux du sarcophage de Hiram, pas encore découverts. Tous les signes ne sont pas identiques entre ces divers alphabets. Certains seulement existent dans les trois sources, mais le fait qu'il y ait non pas un, mais plusieurs signes identiques, écarte la solution du hasard ou de la coïncidence. Et tout cela s'étale sur des millénaires. Les datations préhistoriques sont généralement assez fantaisistes, car les procédés de datation scientifique, par exemple par la radioactivité, sont rarement utilisables, mais il semble bien que les signes de glosel soient les plus anciens que nous ayons actuellement. Puis viendraient ceux d'Alvao qui dateraient du 4e ou du 3e millénaire. Enfin ceux du sarcophage de Hiram, au début du 1er millénaire. Ce qui serait également la date légendaire de la pendule à Salomon. S'il s'agit d'un alphabet phonétique, il faudrait donc admettre que celui-ci a été inventé en Occident, il y a très longtemps, au début du néolithique peut-être. Mais tous les savants tiennent à ce que cet alphabet ait été inventé en Phénicie en des temps qui ne sont pas si lointains. On comprend alors cette levée de bouclier contre les trouvailles de glosel qui mettait à bas les théories sur lesquelles les savants avaient bâti leur renommée. L'amusant est que, malgré toutes ces bagarres, il est possible que les savants aient raison et que l'alphabet phonétique était une invention des Phéniciens. Un signe, un dessin, même s'il a quelque ressemblance avec une lettre, n'en est pas forcément une pour autant. Les signes de la pendule de Salomon ne sont pas, que je sache, les lettres d'un alphabet d'écriture tel que nous l'entendons, mais des signes techniques dont l'emploi est d'ailleurs tenu rigoureusement secret par les fraternités compagnoniques. Et s'il s'agissait tout simplement de signes techniques tant à Glosel qu'à Alvao qu'à Tyr, et dans bien d'autres lieux où se trouvaient des signes identiques ou approchants. Personne ne doute, je pense, que les constructeurs de dolmens aient eu une technique et que la mise en place de ces monuments ait répondu à des normes. Ces normes, il fallait les connaître pour ériger un dolmen, et ceux qui les connaissaient formaient ce que l'on pourrait nommer un corps de métier. Quel qu'ait été leur niveau, il s'agissait obligatoirement de techniciens opératifs ayant fait leur apprentissage sous la conduite de maîtres. Il fallait que les gens instruits en cet art beaucoup plus subtil qu'on ne pense
et j'y reviendrai, ait eu des formules de construction. Il y a trop d'identités profondes entre les dolmens des différents lieux pour que ces formules n'aient pas été les mêmes et que, par-delà les langages différents, elles ne se soient pas exprimées par les mêmes signes ou par des signes proches, aussi bien en Orient qu'en Occident. Et il y a un peuple qui répand le dolmen dans le monde entier et qui, normalement, va donner à ses apprentis des peuples, chez lesquels il se trouve, les formules réduites en signes. Et ces signes vont demeurer le langage technique de ceux qui ont appris à construire selon certaines normes. Et ces signes pourront bien parcourir les espaces et les millénaires. Il faut remarquer qu'il n'en va pas autrement aujourd'hui. Dans ses éphémérides de Glosel, Salomon Reinach a rappelé la plupart des découvertes d'écriture préhistorique faites dans le monde. On y trouve Isarlik en Troade, Abydos et Negada en Égypte, Knossos en Crète, Alvao au Portugal. La Serra d'Alvao est une région montagneuse proche du bourg de Puca d'Aguiar, où il y a de nombreux dolmens de type très ancien. En France, la Dordogne, Montcoubrousse en Allier, le Madasil en Ariège, Saint-Marcel en Indre, Canneville en Oise, Glosel et sa région, l'Allier, et enfin en Écosse. Je ne doute pas qu'une recherche suivie et minutieuse amène la trouvaille de semblables signes dans toutes les régions à dolmen. Mais tout cela nous conduit à considérer le site de Glosel et les objets qui y furent trouvés sous un tout autre jour, celle d'une nécropole de compagnons. Cimetière de gens de métier, errants, passants, comme disent encore les devoirants. Pourquoi pas? N'est-ce pas le professeur Rougier, directeur de l'Institut d'art préhistorique de l'Université de Toulouse, qui, dans une histoire du syndicalisme, a évoqué les artisans paléolithiques qui faisaient leur tour de France et prenaient des esquisses sur nature, leur servant ensuite de modèle au fond des grottes. S'il en est ainsi, quoi d'étonnant si des têtes de rennes sont apparues sur certains objets, même si le renne avait quitté la région depuis bien longtemps. Le compagnon n'était-il pas allé effectuer quelque travail en une région où paissaient encore les troupes de rennes? Beaucoup d'objets de Glosel étaient destinés à être portés. Ces galets gravés et percés d'un trou de suspension, ces petits anneaux de schiste, également gravés de signes, n'étaient-ce pas, pour les Gloséliens, ce que les compagnons actuels nomment leur cheval? C'est-à-dire le parchemin qu'ils portent avec eux et sur lequel est mentionnée leur qualification tant dans la technique du métier que dans son ésotérisme. Autrefois, avant l'invention du parchemin, du papier ou de la soie, leur cheval, leur diplôme en quelque sorte, de qualification n'était-il pas constitué par ces objets gravés, ivoire, os ou galets plats avec trous de suspension? Et les têtes d'animal qui les ornent ne peuvent-elles pas être un totem personnel ou peut-être un totem de fraternité ou de clan? Actuellement, quand un compagnon meurt, son cheval, son parchemin est brûlé selon un ancien cérémonial. Mais ne fut-elle pas la coutume dans des temps plus anciens de l'enterrer avec? La récolte de ces sortes d'objets à Glosel fut énorme, et ce n'est sans doute pas terminé, et le disparate hérissa les savants. Mais quoi d'étonnant s'il s'agissait là d'objets de diverses provenances. Et, à y bien réfléchir, c'est même là la seule explication logique de ce disparate. Et tant d'objets pour si peu d'armes? Il y a très peu d'armes de pierre dans le champ de Glosel. Encore sont-elles assez grossières. Ce n'est point là une nécropole de chasseurs. Si beaucoup d'objets de Glosel étaient destinés à être portés, les briques à inscription ne l'étaient certainement pas. Mais ces briques gravées de signes identiques à se relever sur les objets et parsemées dans ce champ des morts, n'étaient-elles pas des sortes de stèles funéraires pourtant inscrites en signes compagnoniques les honneurs du mort enterré là? Il y a aussi les pots, ces poteries assez particulières et qui ressemblent aux poteries préhistoriques de Crète et d'Asie mineure. Elles représentent des têtes aux yeux ronds, cyclopos en grec, dépourvues de bouche, d'où l'on a inféré qu'il s'agissait de vases mortuaires, ce qui est logique dans un cimetière, et que l'absence de bouche signifiait l'absence de souffle. Bouche sans souffle ou bouche fermée. Certains secrets ont toujours été soigneusement préservés et cette absence de bouche ne signifiait-elle pas le secret? Ce secret qui permet de retenir et de conserver les traditions et qui seul le permet. Et nous savons bien que, jamais ouvertement mais constamment,
Certaines traditions se sont maintenues malgré les régimes, les guerres, les révolutions, les cataclysmes. Se sont maintenues cachées, occultes, gardiennes d'une science qui parfois s'étale au grand jour, parfois semble disparaître et dont les éclats sont marqués par l'érection de monuments qui en contiennent les données. Dolmens, pyramides d'Égypte ou d'Amérique, temples grecs, temples hindous, cathédrales, temples khmers. Toujours avec l'aide de la pierre, seul support durable, issu directement de la terre, portant en elle toute l'histoire et toute la vie de la terre, bilan de toutes les forces de la nature, fécondable. Et toujours par le travail et la science et l'art des manuels, rituellement enseignés, traducteurs admirables du grand œuvre de l'univers. Orgueilleusement anonymes, sinon pour leurs pairs et leurs égaux. Que pèsent ces rois, ces évêques enfouis dans les cryptes des églises, auprès de ceux qui firent ces églises? Avant d'en arriver à cela, un mot encore sur Glosel. Une auteure dominant le champ des fouilles de Glosel est dite Cheval-Rigon. Comme je l'ai dit, sur le jeu de loi qui se développe sur la France, Glosel est la case 58, la case de la mort. Simple curiosité? Simple curiosité encore, le labyrinthe de la cathédrale de Chartres est entouré de motifs décoratifs dans le dallage. Ceci délimite des cases, et ces cases sont, si j'ai bien compté, au nombre de 58. De là à dire qu'il fallait, ayant fait le tour du labyrinthe, franchir la case de la mort avant de pénétrer dans le labyrinthe proprement dit. Il n'y a qu'un pas. Delirementa, aurait dit Salomon Reynasch. Peut-être bien. Chapitre 14. Les manants de la pierre. Je vais tenter maintenant, en reprenant les pièces du puzzle, d'y mettre quelques ordres. Résumons. Une race, ou des races, ou un peuple, ayant des connaissances supérieures au reste de l'humanité, se trouve par un cataclysme dispersé par le monde et laisse sa trace, sous certaines formes mégalithiques, dans diverses parties du monde. Elle colonise certainement du moins sous une forme adaptée à l'époque, mais en même temps elle apporte une civilisation et selon des processus qui lui sont propres, enseigne des connaissances aux peuples chez lesquels elle se trouve, ou qu'elle occupe, ou qu'elle subjugue. Élevage, agriculture, construction. La tradition de cet enseignement de l'élevage ou de l'agriculture est restée dans les légendes qui l'attribuent à des visiteurs, à des géants, à des dieux. Pour la construction, pour l'outillage, la tradition en est demeurée dans des symboles et dans une forme d'apprentissage à divers degrés assortie de secrets de métiers transmis au moyen de signes, avec, toujours à l'origine, un maître initiateur. Parmi ces traditions sont les voyages initiatiques que la nature diverse des dieux terrestres rend nécessaires, car toute réalisation est liée à la qualité de ces dieux. Il est donc normal que, chez tous les peuples initialement enseignés par ce peuple dispersé, se retrouve une identité de tradition qui persistera au-delà des différences de race, de langue et de formes religieuses. Pour autant, donc, que cette tradition persiste dans les fraternités de métiers enseignées traditionnellement. Il y aura une base commune, des principes communs appliqués à l'érection des monuments sacrés, à l'art sacré. Il n'est donc étonnant qu'à première vue que les correspondances existent, notamment quant aux proportions et aux dimensions de ces monuments, quel que soit le lieu d'érection, comme celles existantes entre les monuments égyptiens et gothiques, ainsi que je l'ai indiqué dans l'analyse du plan de la cathédrale de Chartres. Ce peuple initiateur et dominant par son savoir, et qui constitua la première aristocratie, était certainement de très haute taille. Ils furent les géants qui, en Occident, en France tout au moins, sont devenus les gens, J-E-N. Plus tard, sans doute, les races se sont fondues, mais, sinon le savoir, au moins les traditions savantes demeurèrent, quelles qu'aient été les luttes et oppositions primitives. Et, primitivement, face à cette aristocratie savante, il y eut les peuples autochtones travaillant de leurs mains qui durent en Occident porter le nom de Jacques. On ne peut, certes, prétendre que le nom date de ces temps lointains sans avoir subi de transformation. Mais à coup sûr, il est extrêmement ancien, de même que l'opposition Jean et Jacques.
Le paysan est resté longtemps Jacques Bonhomme. On l'a retrouvé dans la jacquerie. Dans les contes, c'est Jacques, ou Jacques en Angleterre, qui fut le tueur de géants. Par antithèse, le terme de Jean désigne le roturier qui veut jouer à l'aristocrate, ou bien il est gros Jean. Pour les manants constructeurs, le plus ancien nom que l'on ait d'eux, c'est les enfants de Maître Jacques. Le nom est très vieux car il est lié à la pierre. Ce sont les hommes de la pierre, ils sont carriers, transporteurs, tailleurs et levageurs de pierre. Car, K-A-R, la pierre, selon les lieux et les patois, cela devient char ou jar. Ainsi, le caillou, petite pierre, devient chaillou, chaillot, voire, comme dans le Babéry, chaille. Les Gosses y nomment encore leur lance-pierre tire-chaille. Charlieu, formation latinisée qui signifiait lieu de la pierre, a son pendant en Carnac, Jarnac, qui ont le même sens. Les lieux gargants sont les lieux de la pierre géante et du géant de la pierre. Et à l'occasion, cela devient Jargeau, J-A-R-J-E-A-U. La pierre de Lu, pierre de Lugh, en Sologne, a sa correspondance périgourdine en carlux. Ce radical car, nous le retrouvons non seulement dans le carrier, dans la carrière, dans le charbon, pierre noire, mais encore dans les ustensiles à transporter la pierre, qui en portent la charge, le char, la charrette, le carrosse. Et celui qui fabrique ces ustensiles est un charron, que les latins nommèrent carpentarius, d'où viendra notre charpentier. Les travailleurs de la pierre, ce sont les gars, ou bien les jarres, ou bien les cagots, les yagots, les jacques. Ces gens-là parlent une langue de métier, ils jargonnent, comme le jar et l'oie. Ils parlent la langue de leur nom, le jargon ou le jargot. Jusque dans les temps modernes, il existait dans les Pyrénées un clan de constructeurs, presque une ethnie, plus ou moins séparée de la population, qui ne les aimait guère et les tenait en quarantaine, et qui les nommait les cagots ou les cagous, ce qui peut s'apparenter à volonté avec le yago d'Espagne ou avec le jacques de France. Ils portaient, en signe distinctif, le pied de l'oie. Il n'est pas sans intérêt de noter que les animaux à carapace, encore ce car, doivent souvent leur nom à ce car ancien. Et parmi ceux-là, le carabée ou scarabée et l'escargot, cet escargot que l'on retrouve avec son tracé particulier dans la spirale lugienne qui se développe sur le sol de la France et qui avait certainement son homothétique en Espagne. En effet, cette spirale du sol de France, à partir des Pyrénées, de la région de Montléon et par-delà le Somport, se détend par une droite plus ou moins ondulée qui suit une ligne de lieu Lugh, tout comme la spirale française, et qui de Jaca, Jaca qui en espagnol signifie cheval de travail, gagne Logrono, puis Léon, puis Lugo, et enfin Saint-Jacques de Compostelle. Peut-être est-ce là le début d'une spirale inverse qui couvrait le sol d'Espagne, mais dont l'arabisation a effacé les traces toponymiques. On connaît la légende de Saint-Jacques le Mineur, frère du Christ, qui aurait évangélisé l'Espagne au tout début du christianisme et qui, retourné en Palestine, aurait été martyrisé et mis à mort. Son corps aurait été mis, avec ceux de quelques disciples, dans une barque qui traversa miraculeusement, sans pilote, la Méditerranée, le détroit de Gibraltar, suivit les côtes lusitaniennes et vint s'échouer dans la province de Galice, au lieu-dit Padrone, d'où il fut transporté à Compostelle qui est à la fois Campus Stella, champ de l'étoile, et Compostum, le cimetière. Après sa mort, ce Saint-Jacques devint chevalier par-delà la tombe et aida les Espagnols à reconquérir l'Espagne sur les morts. Et maintenant, nous allons essayer de suivre les détours subtils du labyrinthe historique que peut nous mener les débuts du néolithique jusqu'à l'aube des temps modernes. Au néolithique, donc, se trace sur le sol d'Occident au moins un jeu de lois, spirale reliant des cases de lieux où se manifestent des forces terrestres. Ces forces entraînent la fécondité, mais pour que la fécondité se manifeste, il faut que la terre soit fécondée. C'est le travail des jarres. Seul le travail de l'homme rend les forces fécondes, c'est-à-dire pour l'homme utilisable, la culture pour la nourriture terrestre, le monument pour la nourriture spirituelle. Le jar est donc le manant, le gars, le jacques, et celui de la terre et celui de la pierre ont le même signe lorsqu'ils sont initiés, c'est-à-dire lorsqu'ils savent ce qu'ils font. Le paysan est petzouille, l'homme de la pierre porte le pied d'oie, l'un est sédentaire, l'autre passant. La fraternité du premier est locale et fixée, la fraternité du second est de métier. L'une et l'autre ont leur secret, leur collège
primitivement instruits par les gens, puis abandonnés à la tradition et à la science traditionnelle. Les siècles passent et vivent sur cette tradition, tant bien que mal. Là, au moins, cette tradition, pour ce qui concerne la culture et l'élevage, nourrit l'humanité pendant ces siècles et ces millénaires. L'art de la construction évolue avec l'outillage et les changements d'air, mais il demeure une base traditionnelle qui se transmet par l'apprentissage rituel. Pas plus autrefois que maintenant, on ne pouvait devenir homme de la pierre ou homme du bois sans un apprentissage. On naît adroit, mais l'on devient maçon ou charpentier. Il a fallu, pour réaliser des dolmens ou des ensembles du genre de Stonehenge, des professionnels ayant une qualification. Il est certain que nous nous trouvons devant ces constructeurs de mégalithes, quelle qu'en soit l'apparence barbare, comme devant les constructeurs de cathédrales en présence de ce qui devait être un clan à part avec ses rites et ses secrets de métier et son savoir exclusif. À tort ou à raison, je pense qu'en Occident, ils furent les Jacques et, en tout cas, on les retrouve dans la légende qui date d'au moins un millénaire avant Jésus-Christ sous le nom d'enfants de Maître Jacques. La tradition donnée par les initiateurs, Géants ou Atlantes ou Anthès, fut la même originellement et l'on n'ignore pas que les fraternités de constructeurs des différents pays eurent des rapports les unes avec les autres. Et il est certain que ces rapports eurent lieu en grande partie par les Phéniciens qui furent les grands marins et les grands commerçants de l'Antiquité. Or, si les bases de départ de la civilisation occidentale et celles de la civilisation orientale furent les mêmes, pour des raisons dues soit au climat, soit à des causes que j'ignore, le développement oriental fut beaucoup plus rapide que celui d'Occident. Et, en conséquence, les Phéniciens furent des transporteurs de civilisation d'Orient en Occident. Seulement, comme la tradition était une, ainsi purent-ils transmettre les progrès nouveaux selon les normes traditionnelles. Les signes de ces passages, on les a retrouvés d'abord par l'arrivée en Irlande de Milésiens qui prirent une part active à la direction de cette île. Car ce fut plus une participation qu'une invasion. Dans le domaine monumental, on retrouve leurs traces dans le puits de Chalice Wells, le puits du Graal à Glastonbury, puits sacré rectangulaire comme la plupart des puits doléminiques, et bâti à grand appareil et de telle sorte que l'on s'est demandé si des ouvriers égyptiens n'y avaient pas participé. Les archéologues fixent l'âge de ce puits soit à 1700 ans, soit à 2700 ans avant Jésus-Christ. On retrouve encore la trace de leur participation sur l'un des grandes trilithes de Stonehenge, sous forme d'un poignard spécifiquement crétois gravé dans la pierre. Il est certain qu'ils furent également en rapport avec les hommes de la pierre de Ligurie et d'Ibérie, et l'on peut se demander s'ils n'avaient pas organisé d'une part aux extrémités de la côte cantabrique, d'autre part en Provence, des collèges initiatiques destinés aux constructeurs du continent, les Jacques, car il existe bien des choses troublantes autour de ces deux provinces. On a de bonnes raisons de penser que, bien avant le christianisme, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle existait déjà et suivait cette ligne des lieux lugues dont je parlais, ligne parallèle à la côte cantabrique, où se situent maintes grottes à peinture rupestre, dont celle justement de la fameuse Altamira. Ce chemin de Saint-Jacques n'aurait-il pas été un chemin des Jacques ? La chose semblerait d'autant moins étonnante que ce chemin est toujours demeuré traditionnellement un chemin des pèlerinages compagnoniques et également alchimiques. Ce fut le chemin de Nicolas Flamel. Cette barque qui amène le corps du saint, n'est-ce point repensée par le christianisme, celle primitive des Phéniciens qui effectivement partaient bien des côtes d'Asie mineure, remontaient le détroit de Gibraltar et allaient jusqu'aux îles Cassitériques, actuellement britanniques? N'était-ce pas la barque du maître chargée de maintenir, selon sa fonction de magister, la tradition en Occident? Ce maître qui débarque au lieu dit padrone, père ou patron? S'il en était ainsi, c'était un chemin de chevalier, chevalier du travail, certes, mais chevalier cependant, chevaucheur de la cabale. Et quoi d'étonnant alors si, reprenant cet aspect de la tradition antique, le doux disciple de Jésus, son frère, était mué en chevalier, mais en chevalier combattant. Enfin, souvenez-vous de ces constructeurs pyrénéens que l'on nommait les cagots, ségrégationnés par les populations, portaient comme les juifs leur rouelle, une patte d'oie à leurs vêtements, une patte d'oie comme celle de la reine Pédoc, comme celle de la Mélusine, de l'oie du jeu, en spirale, sorte d'étoile rayonnante, quoique palmée.
Or, que trouvons-nous comme signe distinctif de Saint-Jacques de Compostelle? La mérelle. Cette coquille, dite maintenant Saint-Jacques, sorte aussi d'étoiles rayonnantes qui offrent de troublantes ressemblances avec la patte d'oie, comme si on avait voulu effacer la signification d'un signe par une imitation approximative. N'est-ce pas aussi un lieu similaire de rencontre que désigne en Provence la Sainte-Baume? Là encore, c'est une barque qui vient de la côte du Proche-Orient et qui amène Lazare, porteur du Graal, accompagné de 3 femmes dont je n'ai pas retrouvé le symbole. Et là encore, on retrouve un lieu de pèlerinage des compagnons des devoirs, qui y vont faire marquer leur couleur. Et comme par extraordinaire, une des saintes femmes, Madeleine, est transportée en relique à la basilique de Vézelay, la basilique de la Madeleine, dont le pèlerinage est en contact le plus étroit avec celui de Saint-Jacques de Compostelle. Enfin, il est dit dans le légendaire des compagnons que lorsqu'Hiram, phénicien, fut appelé par Salomon pour construire le temple de Jérusalem, il manda des ouvriers de divers pays, dont Maître Jacques, originaire des Pyrénées, et que celui-ci se rendit avec quelques compagnons pour prendre part à la construction. Il aurait érigé une des colonnes du temple, celle nommée Jacquine. Les populations pyrénéennes admettaient, réminiscence de vieux on-dit, que les Cagots avaient bien pris part à la construction du temple de Jérusalem, mais ils les accusaient d'y avoir fait de mauvais travail, ce pourquoi ils auraient été punis en revenant lépreux. Et l'une des raisons données pour justifier la ségrégation dans laquelle ils les tenaient était précisément qu'ils avaient la lèpre. Et cela était peut-être aussi les restes d'un souvenir, certains constructeurs ayant pu en effet revenir malades. Ces enfants de Maître Jacques, ce sont ceux qui, dans la légende des compagnons, plongent le plus profondément dans le passé. Ils sont considérés comme ayant été à l'origine des autres fraternités que reformèrent et instruisirent les moines du roman. Il ne semble pas que les gens aient instruit les Jacques de la métallurgie, ou ceux-ci l'ont conservée secrète, mais il semble bien que ce soit à eux et à leur profonde connaissance des matières naturelles que soit due l'apparition de la hache en pierre polie, hache aussi tranchante qu'un instrument d'acier, et parfaitement suffisante pour débiter les plus grands arbres. Il faut d'ailleurs remarquer que cette hache est restée en quelque sorte un objet sacré auquel la superstition attribuait divers pouvoirs dont celui d'écarter la foudre. Il est évident que les charpentiers apparurent en même temps que cette hache. Ce sont eux qui firent les cités lacustres. Ils avaient des loges dans les bois. Combien ce mot est près de Lugue. Ils étaient fils de la voive, de la forêt, fils de la veuve. On voit que les traditions sont persistantes. Il apparaît assez probable que les Atlantes n'enseignèrent nulle part la métallurgie du fer, encore qu'ils aient dû la connaître. Une sorte de tabou a en effet pesé longtemps sur le fer et sur les forgerons qu'on retrait de la société et qui ont toujours eu une certaine teinte de diabolisme. Armes secrètes et réservées, cela n'est point exclu. À partir d'une certaine époque historique, les guerres sont toujours gagnées par le fer. On peut se demander si les Romanais, Gypsies et autres gitans, que semble poursuivre une sorte de malédiction, ne furent pas ceux auxquels avait été dévolue la tâche de forger. Ils furent toujours habiles forgerons, et pharaon est un nom que, dans certaines tribus, on donne encore volontiers aux enfants. Ils sont itinérants depuis des siècles et peut-être des millénaires, comme le furent la plupart des fraternités de métier, des passants. Ils sont, de plus, dépositaires de sciences et de musique magique, d'autres considérés comme diaboliques et d'une assez étonnante connaissance du cheval. Cet animal devient si facilement divin. Fin de la lecture. Que dire de plus à la fin de la lecture d'un texte aussi magistral par son contenu, si ce n'est que nous sommes là, avec les dires de Louis Charpentier, dans la naissance de ce que l'on appelle l'ésotérisme, ou du moins dans la manière de les transmettre dans la langue verte, celle des cygnes et des oiseaux, jeu de mollets cher à Jacques, dernier de nos Templiers. Hors galéjade, nous noterons l'importance du cheval, et par là même on comprend mieux l'insistance de Turgot à la suppression des corporations de métiers en 1776, qui a été effective en 1791. Soupir. Je voulais revenir aussi sur la mérelle, la coquille Saint-Jacques, dont le nom par assonance phonétique se rapproche de la marelle, deux jeux dont un remonte à l'Antiquité, peut-être même
les deux. J'espère que cette suite de lectures ont amené de l'eau à vos moulins. Pour ceux qui le souhaitent, évidemment, la lecture de ces livres vous apporteront encore d'autres matières à réflexion. Il reste tant à redécouvrir, seule votre curiosité sera à même de vous amener à la connaissance. Ne soyez jamais feignant, rien ne saurait être caché à un esprit persévérant. À tout bientôt. Bye bye.